Donc maintenant, je vous demande d'accueillir deux personnages très importants, donc François Auger et Patrick Jouenne. Donc sur le podium, vous avez deux meilleurs ouvriers de France, voilà, et qui vont vous parler des épures de charpente. Tous les deux compagnons, et François est architecte du patrimoine en plus. Donc, quand on m'a sollicité pour venir rejoindre l'équipe de la maîtrise d'œuvre, bon, j'avais des antécédents, charpentier, comme on l'a dit, donc c'était assez pratique. Donc, dans un premier temps, l'ensemble des charpentes ont brûlé, comme l'a expliqué tout à l'heure Rémi Fromont. Sur la flèche, on avait quand même quelques éléments, puisque, comme vous avez pu voir à l'époque où ça a brûlé, la partie haute de la flèche est venue transpercer la voûte. Et il y a des parties de bois qui n'ont pas brûlé en totalité. Par contre, toutes les autres pièces de charpente qui étaient restées sur les voûtes, ça faisait comme une pirade. Et la plupart des bois de la nef et du chœur, il n'y avait pas grand-chose à voir. En attendant, dans un premier temps, on a essayé de faire une étude comparative des flèches du 19e siècle en général, et plus particulièrement sur trois flèches qu'avait déjà réalisées l'entreprise Bellu. Donc vous vous rendez compte, une entreprise de son vivant a réalisé trois grandes flèches majeures, dont la Sainte-Chapelle, Sainte-Croix d'Orléans au milieu, voilà, et puis Notre-Dame. Et au 19e siècle, on a eu aussi la chance de visiter la flèche de Saint-Bénigne de Dijon, qui fait à peu près les mêmes dimensions que la flèche de Notre-Dame, mais quelques années après et par d'autres charpentiers. En attendant, cette étude comparative nous a permis de bien comprendre un petit peu l'exigence qu'avaient ces charpentiers de l'entreprise Bellu, entre autres, et retrouver, nous, en tant que charpentiers, donc je suis architecte du patrimoine, certes, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps dans les ateliers et tout ça, en tant que charpentier, et qu'à un moment donné, ça développe une culture du métier, et que quand on regarde un ouvrage, on ne peut pas le regarder comme un étranger, voilà. Pour avoir travaillé le bois, fait de l'épure et tout ça, on a un regard un peu plus fin sur ce qu'on a sous nos yeux. Hein. C'est ce qui fait partie de la culture du métier. Donc, à chaque fois qu'on analyse une charpente, moi, de mon point de vue, il faut intégrer cette culture du métier, voilà, qui se transmet aussi. Oui, on peut aller pour la suivante. Ah, il y a des trucs, pardon. Alors, c'est... Ah, voilà. Alors, avant d'attaquer bien en tête avec les épures de la flèche, on parle des épures en général. Donc, ce qu'on a pu remarquer en attendant, c'est que Viollet-le-Duc et peut-être son complice, charpentier Bellu ou Henri-Georges, l'enfant du génie, on a fait un travail sur la base des ortho-images en essayant de retrouver les lignes d'épure, les lignes directrices, les traits d'axe et traits de niveau. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, il y a des grilles des fermes du chœur et de la nef qui étaient quasiment pareilles, hormis quelques petites différences sur les largeurs. Et très certainement, Bellu et Viollet-le-Duc se sont servis de ces lignes d'épure de manière à les faire correspondre, avec les fermes du transept qui était, elle, 19e. Et ça, c'était très intelligent d'avoir pu observer ça, parce que quand on vient greffer des fermes 19e sur une charpente médiévale, eh ben, à partir du moment où on respecte les lignes de force, les lignes géométriques principales, forcément, la greffe prend. C'est comme un corps dans lequel on va venir essayer de greffer un cœur ou des choses comme ça. Et donc, vous voyez, on a une synthèse un petit peu de ce qu'on pouvait voir là. Enfin, il est où mon truc? Ah, voilà, il est bizarre. Enfin, bref. Et donc, on avait aussi les vestiges, là. Et donc, dans un premier temps, il y avait les archéologues qui sont venus pour venir faire des plans et répartir, définir plusieurs zones où ils ont prélevé les bois. Donc nous, on est arrivé après, et c'est vrai que ce n'était pas évident. J'ai regretté qu'on ne soit pas convié dès le départ, parce qu'en tant que charpentier, assez facilement, on aurait très bien pu reconnaître un arbalétrier, une jambe de force, tout ça. En attendant, tous ces bois-là ont été descendus et emmaillotés dans du plastique parce qu'il y avait du plomb dedans. En tout cas, il y avait encore des parties de charpente, comme on peut le voir là-haut, qui étaient encore en place, une partie du tabouret. Et donc, avec un mètre, un crayon, un réglet, avec toute la base des documents d'archives qu'on disposait grâce
à la médiathèque du patrimoine et de la photographie et à des personnes que j'apprécie énormément, notre ami Jean-Charles Forgeret, on a essayé de trouver des compléments d'informations qu'on n'avait pas dans les archives. Donc on est allé les chercher sur les vestiges. Vous voyez, ça c'est les semelles sur lesquelles reposait la flèche. Bon, voilà. Ici, il y a encore un peu de plomb là-dessus. Là, on arrive à retrouver des sections. Et là, certaines qualités de bois pour les poutres diagonales. Et donc, voilà, on reprend un peu les images que vous avez vues tout à l'heure. Et donc, Jean-Charles Forgeret me montre un petit peu tous ces plans. Et forcément, j'ai des frissons quand je vous parle, là. Hein. Et quand il a ouvert le carton des épures du charpentier, j'ai encore des frissons, c'est incroyable. Et donc, mais ça, c'est les plans d'épure, c'est les plans d'exécution du charpentier. On trouvait des ramènerais, des cotes et tout ça. Ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui, les scans 3D, tout ça. Et quand on a regardé sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences que de 5 mm, ça n'allait pas au-delà. Donc ça veut dire qu'ils avaient une méthodologie, ils n'avaient pas des 30 milliards de points, etc. Ils avaient des points d'épure, voilà. Donc ça, c'était des plans qui étaient riches en informations. Alors, c'était les premières choses. Donc on a repris tous ces plans, et c'était comme des éléments de puzzle qu'il a fallu savoir assembler un à un, dont les connaissances en épure. Et ce que je voudrais dire à l'heure de l'intelligence artificielle, que si on ne fait pas attention et si on mange l'intelligence artificielle à toutes les sauces, on risque d'avoir une génération d'aliénés et d'abrutis, je m'excuse du terme. Parce qu'en attendant, quand on parle de vouloir restituer une flèche à l'identique, ce n'est pas juste respecter des géométries, tout ça. Et c'est là où je disais tout à l'heure, il fallait aussi s'imprégner de la culture du métier. Et donc, essayer de comprendre, en réutilisant les mêmes techniques de l'épure de nos anciens, Bellu et compagnie. Et je me souviens quand il fallait sortir les plans rapidement pour le DCE avec la livraison pour 2024, travailler les week-ends, le samedi et le dimanche, et je ne voulais pas tout simplement reprendre une ligne sans la comprendre. Donc, parce qu'un charpentier, il fait en sorte de trouver des combines et des logiques qui permettent de rendre son chantier plus pratique. Et j'étais en train de plancher pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient fait ça comme ça et pas autrement. Et à un moment donné, quand je trouvais la solution le dimanche soir, genre peut-être parfois à 22h, j'avais l'impression que les anciens qui étaient morts il y a 150 ans, ils étaient en train de me surveiller, peut-être de se dire, est-ce qu'il va y arriver, ce jeune charpentier? Parce que c'était comme une bouteille à la mer, ces épures. Hein. Donc, on regarde ces épures et petit à petit, on essaie de les comprendre. Et ces gens-là, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, mais c'est des gens que j'ai appris à connaître au travers de ce qu'ils nous ont légué, de ce qu'ils nous ont offert. Voilà. Et petit à petit, ils étaient à côté de moi, quoi. Ils étaient avec moi tout au long de ce chantier. C'est très beau à vivre, ça. Donc, vous voyez, la transmission, c'est une espèce d'au-delà et comment dire, d'immortalité. Et donc, on ne s'est pas contenté d'étudier que les épures de la flèche de Viollet-le-Duc et de Henri-Georges et Bellu. Il y a aussi des compagnons qui, en 1970, les compagnons charpentiers leur avaient demandé de faire les relevés de la flèche de Notre-Dame pour en faire leur travail de réception pour être compagnons. Et donc, ils avaient aussi à faire des épures qu'on a pu avoir et une maquette. Les voilà, donc on peut les reciter. Donc, vous les avez vus tout à l'heure dans la diapositive de Jean-Charles Forgeret. Donc, l'Andé-Larcher, l'Angevin de Rio et le Limousin Boine. Donc, c'était assez amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, on les avait conviés. Je m'excuse, hein, j'en profite comme ça débordait bien largement. Donc, on essaie de prendre aussi notre place. Hein. Voilà. Et donc, eux, ils ont aujourd'hui 70 ans. Et un coup, on les avait invités pour voir les premières maquettes, etc. Et à 70 ans, eux, ils ont fait leur maquette, vous voyez, ils avaient 25 ans. Ils étaient comme des gamins en disant hey, « tu te rappelles, quand on était à Plavante en train de reprendre les cotes, on pensait que la flèche de Notre-Dame, elle était symétrique, elle était irrégulière, et là, on a compris qu'on allait avoir des difficultés. » Donc, on avait des gens de 70 ans, mais avec des souvenirs d'enfants. C'était très émouvant. Encore une belle expérience humaine. Et donc, le boulot, c'est qu'on a essayé de, sur un fond de plan AutoCAD, reprendre les épures de Bellu,
les ortho-images, les épures des compagnons, pour essayer de les caler tous ensemble, pour voir s'il y avait des différences. Je vous assure, il n'y en avait quasiment pas. Donc, chapeau bas pour tous ceux qui ont fait ces précédentes épures. Et nous, en tout cas, pour constituer le dossier de consultation des entreprises, il fallait qu'on soit capable de vérifier s'il n'y avait pas des incohérences et des erreurs. Et donc, à un moment donné, on a eu l'idée au sein de l'équipe maîtrise d'œuvre, parce qu'effectivement, si on lance un appel d'offres, qui a envie de travailler sur Notre-Dame? C'est vrai qu'on risque de trouver beaucoup de personnes. Qui est capable de travailler sur Notre-Dame? Ça, c'est sûrement une autre paire de manches. En tout cas, nous, on a eu la chance. On avait vraiment des entreprises exceptionnelles. Mais pour ça, on avait proposé de faire un petit exercice qui permettait aux entreprises de se mettre en jambes et puis d'arriver à appréhender le niveau de complexité qui les attendait pour le chantier après coup. Donc on avait 2 entreprises concurrentes, c'était au coude à coude, hein, parce que ce qui nous a été présenté était très bien. Et nous, architectes, on avait demandé dans le cahier des charges, pour l'histoire du patrimoine, hein, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi de l'immatériel, on a imposé que toute cette charpente elle soit faite avec épure à l'échelle 1, soit fait avec des assemblages taillés traditionnellement, c'est-à-dire pas la commande numérique, avec du lignage, du contre-jaugeage, tout ça, pour qu'on puisse pérenniser ces savoir-faire. Donc là, il y avait une épure qui était à corriger aussi, etc. Et ce fameux gabarit enveloppe, voilà, qui a été pas très bien compris au départ par certains, au point d'être critiqué. Donc voilà. Mais il est évident que quand on a à refaire une charpente neuve et qu'on a un lot pour la nef, un lot pour le chœur, un autre lot pour les transepts et un autre lot pour la flèche, quand on est charpentier, il faut que toutes ces épures elles puissent correspondre et s'inscrire dans un gabarit enveloppe, tout en sachant que sur Notre-Dame, on a des murs qui sont en faux niveau, en faux parallèle, des pignons qui ne sont pas tous pareils. Donc, au-delà d'unifier de manière à ce que toutes les charpentes correspondent sur une même ligne d'épure et puis puissent se raccorder sur les pignons qui existaient, donc, c'était un peu tout guingois, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, il a fallu trouver des compromis de manière à ce que, tant bien que mal, on arrive à raccorder tout ça. Et donc, vous voyez, là, on a le plan avec une 3D pour expliquer un petit peu, un peu plus détaillé, de manière à tracer aussi tous les entraxes de ferme, parce que le charpentier, digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'épure, une fois qu'il prend ses relevés sur le chantier, il taille tout nickel chrome en atelier, et quand il est sur le chantier, c'est du Lego. En principe, il n'a pas à retoucher quoi que ce soit. Et donc, c'est là où ça va articuler après avec mon binôme, c'est une complicité, hein, c'est clair. Hein, vous voyez, avec des hommes de métier, des architectes, avec Viollet-le-Duc ou Bellu, je suis certain qu'ils étaient complices, parce que pour arriver à réaliser un ouvrage de ce type, et même avec les bureaux d'études, c'est que petit à petit, chacun apporte ses connaissances et ses compétences. C'est une complicité qui est indispensable pour arriver à livrer après une flèche et dans le temps qui était donné. Et donc, j'ai fait exprès de mettre tous les calques les uns sur les autres, de manière à ce que vous puissiez ne rien comprendre. Donc, c'est pas gentil de dire ça. Ce que je dis toujours, moi, je ne suis pas égyptologue, je ne sais pas lire le hiéroglyphe. Mais par contre, en tant que charpentier, architecte, en tant que charpentier, je sais lire une épure. Et donc, comme on sait tous les deux lire une épure, parce qu'on est évidemment dans la même formation, nous, on avait notre fond de plan en tant qu'architecte et notre ami Patrick, petit à petit, emmenait lui ses épures en blanc et on essayait de faire correspondre, parce que s'assurer que l'un ou l'autre ne se soit pas trompé, et heureusement qu'on était l'un et l'autre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques petites erreurs, mais avec ce travail, et puis il vaut mieux corriger les erreurs le plus en amont possible, parce qu'après, dans le calendrier qui était donné, une erreur, une fois que la charpente est taillée et livrée, ça se répare pas, ça devient du bricolage après. Et après, je laisse la place à Patrick. Et je parle là de l'escalier qui aussi
demande une connaissance en épure, parce que ce fameux escalier hélicoïdal qu'on voit, qui permet d'accéder sur la terrasse de la flèche, quand on passe devant, on se dit, bon, c'est un escalier hélicoïdal, tout simple, fastoche, on va le faire assez facilement. Et quand on commence à le dessiner et à le tracer, on se rend compte que la partie basse de cet escalier, elle fait à peu près 1,30 m de diamètre, et en haut, elle fait moins d'1 mètre. Donc ça veut dire qu'il est conique. Et comme la flèche, elle est conique, ça veut dire qu'on a un cône désaxé. Donc au final, c'est un piège. C'est un piège pour celui qui pense que c'est facile. Et du coup, ça amène à quoi? Ça amène à ce que toutes les marches, il y a une révolution de 10 marches. Il y a 10 marches par révolution. Donc vous avez un point de départ de l'escalier et un point d'arrivée, 52 marches. Donc il y a un segment en plan divisé en 52 segments. En fait, c'est un travail de malade. Déjà, donc moi, je me suis éclaté à faire ça. Et en tout cas, ils ne sont pas là aujourd'hui. J'en profite pour dire que l'entreprise Aubert Lavança, toute équipe de Julien Montier, grand chapeau, parce qu'ils ont fait cet escalier qui est superbe. Bon, à toi, mon cher. Bonjour à tous. Alors, comme vous savez, la flèche de la cathédrale, elle est posée sur la maçonnerie existante. La flèche, c'est un octogone, mais irrégulier. Donc, il y a 2 fois 4 petites faces, 2 fois 4 grandes faces. Tout ça, c'est dû à la géométrie simplement de la croisée. Hein, on ne peut pas faire autrement. À l'époque, en 1857-58, le charpentier avec un vieux-duc avait pensé à faire une flèche, du moins géométriquement parfaite. On voit qu'il y a des grandes diagonales, des petites diagonales. Bon, là, on ne voit pas parce qu'on n'a que des coupes. Mais on voit ici, en plein milieu, là, la croisée en plan. Hein, donc c'est le tabouret vu du dessus. Et on voit toutes les élévations qui sont faites en projection. Là, c'est beaucoup plus lisible pour un charpentier, pour une épure de charpentier. Et donc, on voit en bas à droite, là, je n'ai pas mis toutes les épures, parce que sinon, il y en avait 80 et quelques pour pouvoir les reproduire à l'échelle 1 dans l'atelier. Pour la petite histoire, on a fait la flèche à briller dans un atelier de 8000 m². On a acheté par exemple 4000 m² de contreplaqué pour faire l'épure, pour que ce soit le plus lisible possible. Toutes les épures ont été faites à l'ordinateur, mais on aurait pu les faire sur une planche à dessin. Comme tout bon charpentier, on prépare tout avant sur épure pour que ce soit qu'on n'ait plus qu'à tracer les pièces de bois quand on les place sur l'épure. Donc il faut que tout soit parfait. Donc la chance que j'ai eue sur ce chantier, c'est de travailler en grosse collaboration avec les architectes et en particulier François qui a vérifié toutes mes épures. Donc c'était un peu stressant, mais en même temps, tu es à peu près sûr de notre coup. Mais c'est toujours bon d'avoir un avis d'un confrère avisé. Donc on est assez garanti pour le résultat final. Donc les épures, c'est quand même un travail colossal. Hein. Moi, j'ai passé presque 1 an et demi sur les épures. Bien sûr, pas tous les jours, hein, parce qu'il y avait des réunions avec les architectes, les bureaux d'études qui ont calculé les assemblages, qui ont dessiné les assemblages. Donc c'est un petit peu du ping-pong entre les épures, les architectes, vérifier les épures, les maçons. En fait, c'est un travail en collaboration. C'est beaucoup de travail. Mais une fois qu'on a fait ce gros travail en amont, il n'y a plus qu'à foncer dans le tas pour faire tailler les pièces de bois. Et c'est vraiment, après là, débute une grosse partie du travail. Hein. Moi, j'ai fait toutes les épures, mais j'ai été secondé par 2 gâcheurs en second, dont Mathias, Gauthier Morphoise de chez Cruard, qui est quelqu'un qui m'a aidé énormément. Et puis Sébastien Girardot, qui est en Guyane. Il y en a d'autres ? Voilà, donc ici, on voit ce plan-là que vous voyez en face de vous. Là, ça a servi à tracer que le tabouret. Donc,
C'est beaucoup de traits pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais on a besoin de tous ces traits pour que ce soit parfait. Voilà, donc ça, c'est l'épure globale avec 80 quelques calques. Hein, donc on dirait une tache d'encre. C'est une œuvre d'art quand on regarde comme ça. Nous, on ne peut rien en faire quand c'est comme ça parce que c'est beaucoup de traits, donc c'est inutilisable. Ça avait été une demande des architectes pour qu'on puisse valider toutes les épures qu'on voit qu'on n'a pas triché une épure par rapport à l'autre. Donc ça garantit quand même la précision. Voilà, donc d'autres épures. Là, par exemple, ça, c'est les nous en raccord avec les grands combles de la base de la flèche. Donc, comme la flèche, c'est une flèche qui est une géométrie parfaite, en raccord avec des grands combles qui sont complètement irréguliers, donc tous les raccords sont tous différents. Donc, j'ai plus de plan. Voilà, donc les plans, du moins les épures, c'est vraiment un travail indispensable. Alors encore une fois, il y avait une complicité, je pense, la même à l'époque, il y a 150 ans, entre un architecte et un charpentier. Ça nous a été un peu reproché à un moment donné, voilà, parce que chacun devait rester dans son camp. Mais je dis, en attendant, pour les délais, heureusement qu'on est arrivé quand même à correspondre, parce que autant de votre côté que nous du nôtre, le fait de pouvoir correspondre directement en parlant le même langage, celui de l'épure, ça nous a fait gagner du temps. Voilà. Merci. Merci François, merci Patrick.